Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On va commencer aujourd'hui la correction de l'épreuve CCP MP 2019. Donc je précise que dans les jours qui viennent, peut-être les semaines qui viennent, je vais proposer sur la chaîne toute une série de corrigés, en particulier du concours CCP, puisque c'est le concours qui concerne le plus de personnes. Donc cette épreuve spécifique filière MP du vendredi 3 mai, donc l'énoncé n'est peut-être pas encore en ligne, donc quand il le sera, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc il y avait 4 grandes parties, donc je vais faire 4 vidéos. Bon, la partie 1, c'était juste un petit préambule. Donc dans la première vidéo, on va faire partie 1 et 2. Je ferai jusqu'à la question 13 de cette partie 2. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour le rayonnement de l'atome de Thomson, exciter la largeur spectrale, une vidéo sur ce qui concerne le Michelson, la partie 4, et puis une autre sur la partie 5 avec l'effet Doppler et un petit peu de physique statistique. Voilà, donc j'ai commencé à écrire les réponses des questions les plus simples sur lesquelles on va passer assez rapidement au début au tableau, et puis après on va construire ensemble la correction, parce que je sais que beaucoup, en fait, c'est un peu normal. On n'aime pas trop juste quand on balance une correction toute faite au tableau. C'est mieux de la construire ensemble. Alors peut-être déjà quelques remarques générales sur, je dirais, un petit peu, peut-être l'évolution de ces épreuves CCP, MP. Bon, on remarquera qu'il y a quand même énormément de questions qui sont très proches du cours. Et ça, bon, bah, c'est une bonne chose. Ensuite, eh bien, il n'y avait pas de machine à calculer, donc il fallait faire quelques ordres de grandeur à l'aide des puissances de 10 et écrire explicitement le calcul. Sur les copies, de toute façon, c'est quelque chose que je recommande systématiquement pour se préoccuper de savoir si on est dans le bon système d'unité plutôt que de rentrer directement les choses, même quand on a une machine. Donc ça, c'était plutôt bien. Je remarque aussi que certaines questions, il n'y avait pas forcément les réponses. Donc ça, c'est peut-être un petit peu nouveau, j'allais dire peut-être un peu plus dans l'esprit de concours réputés plus difficiles comme les mines ou même comme Polytechnique, dans lesquels il faut parfois avancer sans avoir les réponses. Mais on va le voir, il fallait apprendre aussi soit à faire de l'analyse dimensionnelle pour vérifier au fur et à mesure au moins la vraisemblance de ces résultats, soit carrément à certains endroits, il y avait des moyens de se raccrocher aux branches. Voilà, mais c'est vrai qu'il fallait parfois avancer un petit peu à tâtons et éventuellement revenir en arrière si on s'apercevait qu'on avait commis une erreur que l'on détectait plus tard. Donc ça, c'est des petits conseils importants pour la gestion de l'épreuve. Alors, question 1, donc déterminer la pulsation du photon émis lors de la désexcitation d'un atome passant d'un état excité donc à un état fondamental d'énergie E1. Bon, on connaît tous la relation qui lie la fréquence, la pulsation donc du photon émis par désexcitation. Donc delta E égale H bar oméga égale H nu. Donc oméga 0, c'était E étoile moins 1 delta E sur H bar, donc la constante de Planck divisée par 2pi. Alors, oscillation au sein de l'atome de Thomson, donc je précise que j'avais fait toute une vidéo, en tout cas dans la filière PC, c'est carrément quelque chose qui est officiellement au programme, le modèle un peu bizarre de l'atome de Thomson, ce modèle historique, dans lequel finalement c'est le noyau qui est délocalisé dans une boule de rayon R, et c'est l'électron qui se balade à l'intérieur sous forme d'un point matériel, d'une charge ponctuelle. Donc évidemment, c'est ce qui va être remis en cause. D'ailleurs, dans la filière PC, il y a l'expérience de Rutherford et donc qui remet en cause ce modèle. Alors, question Q2, donc donner l'expression de la densité volumique de charge équivalente donc à ce noyau délocalisé. Donc c'est la charge totale du proton, c'était l'atome d'hydrogène, divisé par le volume de la sphère. À ma grande surprise, il y avait même le volume de la sphère dans les données, volume d'une boule. 4 tiers de pi r cube, bon je pense que c'est parce que voilà, on ne voulait pas que le candidat, s'il faisait une petite erreur là-dessus, soit pénalisé sur toute la suite, mais enfin voilà, c'est vraiment, vraiment gentil. Donc ρ égale E sur V, E sur 4 tiers de pi r cube. Montrer que le champ électrostatique s'écrit E de m égale ER de R, ER. Alors, j'ai presque rien rédigé au tableau parce qu'on va le faire pratiquement oralement, c'est des questions vues et revues 10 000 fois. Donc le champ appartient à tout plan de symétrie de ses sources. Donc on va citer deux plans dans les coordonnées sphériques. Donc j'ai mis la base ER
donc Eθ, Eφ, la base locale en un point M quelconque, donc là je l'ai mis à l'extérieur. Donc deux plans de symétrie, le plan M, ER, Eφ, et puis le plan du tableau M, ER, Eθ. En fait, il y a une infinité de plans de symétrie. Tous ceux qui contiennent la droite OM sont des plans de symétrie. Donc le champ appartient à leur intersection, qui est la droite OM, donc il est selon ER. Donc comme d'habitude, on sépare les considérations de symétrie pour la direction du champ et les propriétés d'invariance de la distribution de charge pour la dépendance du champ vis-à-vis des coordonnées. Donc il fallait bien séparer les deux aspects. Donc la distribution de charge est à symétrie sphérique, invariante par toute rotation autour de O. Donc le champ ne dépend ni de θ ni de φ, mais sa norme ne dépend que de R. Donc le champ est effectivement de cette forme, avec soit une mesure algébrique, soit un petit indice ici, mais qui indique qu'on travaille toujours en grandeur algébrique. Alors Q4, donc déterminé en tout point intérieur à la boule, donc il ne fallait pas se placer à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, mais les propriétés de symétrie sont les mêmes évidemment. Le champ créé par la distribution de charge caractéristique ρ, donc on prend un point M à l'intérieur, on fabrique une surface de Gauss, donc qui comme d'habitude ne peut pas être la boule elle-même de rayon grand R, mais une sphère de rayon petit r, donc passant par le point M à l'intérieur. Et donc on peut énoncer le théorème de Gauss, donc le flux du champ électrostatique, donc à travers la surface fermée, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Donc le flux, eh bien directement, c'est la surface de la sphère fois le champ, puisque E est parallèle à ds, 4pi petit r carré E de r. Donc la charge intérieure, ρ 4 tiers de pi. Alors la seule difficulté ici, c'est de mettre petit r au cube, comme d'habitude, puisqu'il faut prendre la sphère de Gauss, divisée par epsilon 0. Et donc on en déduit que ça fait ρ sur 3 epsilon 0, vecteur ER. Bon, bien sûr, il ne faut pas faire comme moi, hein, sur la copie, il ne faut pas revenir en arrière. Mais voilà, c'est la réponse. Donc le champ, ρ sur 3 pi epsilon 0, vecteur ER, le champ à l'intérieur. Et donc la force électrostatique moins EE, donc parce que appliqué à l'électron, donc c'est QE, donc moins E carré sur 4 pi A cube après simplification par 3 en remplaçant ρ dans l'expression de grand E, epsilon 0, donc j'ai multiplié, divisé par la masse de l'électron pour la mettre sous une forme standard. Alors ça pouvait paraître bizarre de faire apparaître la masse, mais pourquoi on fait ça? C'est pour que ça ressemble en fait à une force de rappel. Tiens, oui, là je m'aperçois que j'ai oublié petit r, ER, évidemment, puisque c'est le vecteur OM, donc R, ER. Donc comme une force de rappel élastique, hein. D'ailleurs on nous demandait à quoi ça nous faisait penser, donc commenter l'expression de cette force, donc en 3 dimensions, c'est analogue à un ressort de raideur K, avec bon, la fameuse formule oméga 0 carré égale K sur M, donc par homogénéité. Bien sûr, il n'y a pas de ressort ici, mais c'est homogène à une force de rappel élastique. Ça veut dire qu'en gros, cette force électrostatique, elle ramène l'électron au centre de la distribution de charge. Et donc, on pouvait identifier très simplement oméga 0 carré en essayant de ne pas se tromper. Bon, la vérification de l'homogénéité n'était peut-être pas évidente. En tout cas, voilà l'expression de oméga 0 carré. Alors, 2, donc oscillation libre dans le modèle de l'électron élastiquement lié. Donc là, on supposait que l'électron quittait sa position d'équilibre stable, qui effectivement est au centre de la boule, et donc était animé d'une vitesse vers le bas, moins V0 vecteur EZ, donc il partait de l'origine. Et donc, il fallait résoudre un petit peu cet oscillateur harmonique spatial. Alors, dans le cas général, pour des conditions initiales quelconques, quand on est en 2 dimensions comme ça, puisqu'en fait, on a une force centrale, hein, donc on pourrait démontrer que le mouvement est plan. Bon, tout ça, c'était pas demandé. Ici, ça va être un mouvement simplement unidirectionnel, mais parce que le moment cinétique est nul. Mais donc, dans le cas général, oui, on a une ellipse. Hein, en fait, on a une ellipse pour un oscillateur harmonique spatial. Alors, appliquer donc la relation fondamentale de la dynamique de l'électron, bon, sous-entendu dans un référentiel galiléen. Donc, on obtenait directement l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique, mais ce qui est un peu
élégant, c'est finalement de rester avec des notations vectorielles. Hein. Et donc là, maintenant, on va ensemble résoudre ça avec... Donc, non, c'était dans la question 6 d'ailleurs qu'il fallait le faire. Résoudre ça, donc, on va introduire des constantes d'intégration sous forme vectorielle. Alors, comme je l'ai expliqué hein, dans ma vidéo sur l'oscillateur harmonique, plutôt que d'utiliser la formule A cos oméga t plus phi, il vaut mieux mettre deux constantes d'intégration qui sont ici vectorielles, donc qui ont chacune a priori 3 composantes dans un trièdre cartésien. Mais il vaut mieux l'écrire comme ça. Hein. C'est plus facile de déterminer A et B que de déterminer A et phi. Hein, dans A cos oméga t plus phi par exemple. Alors, les conditions initiales, donc qu'est-ce qu'on avait? Donc à t égale 0, on avait 0 égale donc grand A, puisque cosinus vaut 1, sinus vaut 0. Donc directement, justement, c'est pour ça que c'est pratique, on voit que ce terme-là est nul, c'est A qui est nul. Et puis donc on dérive, donc R point est égal à oméga 0 B cosinus oméga 0t. Alors bien sûr, on dérive quel que soit t, avant de fixer t égale 0. Donc on aura moins V0 vecteur EZ, je projette, est égal à oméga 0 B. Et donc on aura B est égal à moins V0 sur oméga 0 vecteur EZ. Donc le vecteur position, c'était moins V0 sur oméga 0 sinus, donc on n'a pas un cosinus, mais on a un sinus oméga 0t, vecteur EZ. En déduire donc le vecteur position, et donc Q7, donc on pouvait en déduire le moment dipolaire. Alors on pouvait peut-être se demander pourquoi on avait mis en fait une vitesse vers le bas, pourquoi on avait mis un moins V0, on va voir que là il y avait une petite subtilité, parce que dans la définition du moment dipolaire, il faut bien, de manière générale, prendre la charge en valeur absolue fois donc le vecteur position qui va de la charge négative vers la charge positive. Donc la charge négative, c'est l'électron, et donc il faut en quelque sorte repérer le proton par rapport à l'électron, donc du moins le centre du proton. Donc le barycentre, donc le barycentre des charges positives, évidemment, il était au centre du repère, donc finalement ça valait moins petit e fois R, parce que R c'est le vecteur Pn, c'est le vecteur ON, O électron. Hein, donc, et le moins donc, vient du fait justement que Pn donc c'est moins R. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi qu'après, les moins, je pense que c'est pour ça que l'énoncé introduisait un signe moins, pour qu'après justement ils disparaissent. Et donc, il suffisait de faire ça, donc vecteur EZ. Et donc P de Z et de T, ça valait donc E V0 sur oméga 0 sinus oméga 0T. Donc dans la question suivante, question 8, on nous demandait d'estimer l'ordre de grandeur de la longueur d'onde du rayonnement dipolaire associé et d'identifier à quelle partie du spectre ça faisait partie. Donc tout ça un petit peu à main levée. Donc d'abord on rappelle la relation qu'il y a entre lambda et oméga 0. Donc lambda c'est CT0, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période, c'est une des interprétations de la longueur d'onde. Donc c'est 2πc sur oméga 0. Donc on réinjecte l'expression de oméga 0 avec plutôt de 1 sur oméga 0, donc avec la racine. Donc 2π c3 10 puissance 8, a au cube 10 puissance moins 30, la masse de l'électron 10 puissance moins 30. Ensuite on nous donnait dans les valeurs numériques dans l'énoncé E carré sur 4 pi epsilon 0, donc c'était 2,10 moins 28. Alors j'ai estimé 2pi fois 3 divisé par racine de 2 à peu près à 10. Bon, c'est un petit peu sous-évalué, mais enfin bon. Donc ça faisait à peu près donc 10 plus 8. Donc là, on a moins 30 plus 28, le tout sur 2, ça fait moins 16. Donc environ 10 moins 7, on avait un peu sous-estimé. Donc on est pile poil dans le bon domaine, puisqu'on sait que le visible, c'est à peu près donc compris entre 500 ou 400 nanomètres, et donc 410 moins 9 mètres et 800 nanomètres. Donc voilà, on a un grand de longueur d'onde dans le visible. On sait que quand on a une transition électronique, très souvent les photons émis, ça se situe dans le visible. Alors 2-3, introduction d'une force de frottement fluide. Donc on va rajouter un peu une force
phénoménologique au principe fondamental de la dynamique. Q9, on nous demande l'origine physique de cette force de frottement. Alors bien sûr, on sait qu'à l'échelle atomique, la notion de frottement n'a aucun sens. C'est un petit peu comme dans le modèle de Drude. Alors, la dimension de taux, bon, on devine que c'est un temps. Alors, on va le voir tout à l'heure dans l'équation différentielle, en faisant de l'analyse dimensionnelle directement sur l'équation différentielle. Donc là, bon, on pouvait faire une petite analyse dimensionnelle très rapide en disant qu'une force, c'est la dérivée d'une quantité de mouvement par rapport au temps, avec le principe fondamental de la dynamique. Bref, bon, voilà, on voit tout de suite que c'est un temps. Mais enfin, il fallait le justifier rigoureusement. Alors, déterminer l'équation différentielle vérifiée par P de T, le moment dipolaire de l'atome. Bon, alors pour ça, on va déjà repartir du principe fondamental de la dynamique en introduisant cette nouvelle force de frottement. Donc, moins m oméga 0 carré. Alors, à chaque fois, si on met des masses, c'est parce que justement, c'est pour que ça se simplifie. Donc, moins m, donc V, on va dire que c'est R point. C'est toujours la masse de l'électron, divisé par taux. Donc, on va avoir l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique amorti. Donc, plus R point sur taux. Donc là, on voit bien, on a R point point. Donc et R point sur taux, c'est homogène. Donc, taux est bien un temps. Donc, tout ça est bien homogène. Plus elle est presque sous forme standard, sous forme canonique. Voilà, on la laisse bien sous forme vectorielle, a priori. Alors, le moment dipolaire, il est directement proportionnel à R. Donc, voilà, c'est la même équation pour P. Voilà. En tenant compte de l'hypothèse de faible amortissement, donnez la solution approchée P de T. Donc là, on est ramené à la résolution qu'on voit en début de première année sur l'oscillateur harmonique amorti. Bon, on pourrait écrire l'équation caractéristique. S carré plus S sur taux plus oméga 0 carré égale 0. Donc S est égal à moins 1 sur 2 taux plus ou moins... alors oui, donc le delta c'est B carré moins 4AC. Donc 1 sur taux carré moins 4 oméga 0 carré. Bon, il va être négatif puisqu'on a un régime pseudo-périodique faiblement amorti. Donc plus ou moins... Donc I racine de delta sur 2, donc ça fait oméga 0 carré moins 1 sur 4 taux carré. On va négliger ça, ce qui revient à en fait assimiler la pseudo-pulsation qui apparaît dans la partie imaginaire à la pulsation propre. Donc on aura un grand oméga qui sera à peu près égal à oméga 0. Donc, il faut savoir écrire les solutions directement. Alors, bon, on va quand même s'inspirer de la forme des solutions du texte. Donc, on va dire que P de T vaut donc une constante d'intégration A, donc exponentielle. On va mettre tout de suite en facteur la partie réelle de l'exponentielle. Et puis donc sinus. Donc, a priori... deux constantes d'intégration, le vecteur A, enfin c'est même lui a priori 3, mais enfin on va voir qu'on travaille à une dimension, donc oméga 0t plus phi. Donc on identifie tout de suite alpha, donc alpha qui est donc moins 1 sur 2 taux. On a identifié oméga qui vaut oméga 0. Alors avec les conditions initiales, donc à t égale 0, le moment dipolaire est nul puisque R valait 0. Donc on voit tout de suite qu'on peut choisir phi égale à 0. Et puis ensuite, donc on peut réécrire ça A exponentielle moins t sur 2 taux sinus oméga 0t. Et donc après, on peut dériver une fois. Donc on a la dérivée d'un produit, mais quand on va faire u'v plus uv', cette dérivée-là va être beaucoup plus petite que la dérivée du sinus, puisque le 1 sur 2 taux, le régime étant faiblement amorti, le 1 sur 2 taux est très petit devant oméga 0, ce qui nous permet de faire une approximation supplémentaire et finalement de dire que P de T, c'est à peu près P0. Donc P0, c'était le moment dipolaire de tout à l'heure.
Donc ça faisait E V0 sur oméga 0 exponentielle moins t sur 2 taux sinus oméga 0t. Donc, alors il fallait identifier P0. Alors vecteur EZ, hein, attention, vecteur égale vecteur. Donc le vecteur P0, donc c'est E V0 sur oméga 0, vecteur EZ. Donc on a un oscillateur amorti. Donc maintenant on va faire une petite étude énergétique. Donc l'énergie potentielle de l'oscillateur, donc EP, par analogie avec un ressort, égale à 1/2 de K R carré, c'est-à-dire 1/2 avec la raideur équivalente de M oméga 0 carré, donc R0, donc R0 c'était P0 sur moins E, donc R0 carré exponentielle, donc moins T sur taux, hein, le demi se simplifie quand on élève au carré, donc sinus carré oméga 0t. Ensuite, donc l'énergie cinétique de l'oscillateur. Donc là, on va être amené à faire un petit peu les mêmes approximations quand on dérive R de t. C'est de négliger la dérivée avec l'exponentielle devant la dérivée du sinus. Donc on aura EC donc égal à 1/2 de M R point carré, donc très peu différent d'eux parce que là, il y a une petite approximation. Donc de 1/2 de M oméga 0 carré R0 carré exponentielle moins T sur taux cosinus oméga 0t, cosinus carré oméga 0t. Et donc Q13 montrait que l'oscillation peut s'écrire. Donc là, eh bien, on avait un moyen de se raccrocher aux branches, hein, puisque donc en additionnant les deux, on devait trouver la formule du texte. Donc on voit bien que cosinus carré plus sinus carré, ça fait 1. Et donc on aura 1/2 de M oméga 0 carré R0 carré exponentielle moins T sur taux, qu'on pouvait mettre effectivement sous la forme du texte, c'est-à-dire donc d'après l'énoncé, donc ME sur 2E carré, donc il fallait multiplier par E carré divisé par E carré, oméga 0 carré, PM carré de T, donc avec PM carré de T que l'on récupérait ici. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Je ne fais pas la partie sur la correction Python. Mais par contre, donc, dans une prochaine vidéo, je reprendrai donc à la partie 3 pour tout ce qui concerne le rayonnement de l'atome de Thomson. Et donc comme je l'ai indiqué, il y aura au moins encore, je pense, 3 vidéos sur cette épreuve-là, plus peut-être l'autre épreuve spécifique physique-chimie, avec l'histoire des moutons et de la... Donc ça avait l'air assez rigolo. J'ai simplement survolé l'énoncé, j'ai regardé de quoi ça parlait. Voilà, donc on se retrouve très bientôt sur e-learning physique et puis bon courage pour les concours, bon courage pour la suite. Essaye de tenir des leçons, peut-être déjà des épreuves que tu as passées. À très bientôt.